peux te dire ça. On est en ligne. On est en ligne. D'accord, allez, on y va. Allez, bonjour à tous. On attend Jojo Canigou qui arrive. Il a eu un problème pour ouvrir avec sa tablette. Du coup, il y a Saïd et il va démarrer l'exposé. Et excusez-nous pour ce petit retard, mais bon, hein, c'est la famille. Ouais, ça arrive. Allez, vas-y, à toi, Saïd. Alors, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, voilà. Le 1er novembre 1954, la guerre commence. Le FLN dirigé par Rabah Bitat, Mostafa Ben Boulaïd, Didouche Morad et Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem et l'Habib Ben Mhidi lancent des opérations commando en Algérie. En ce moment-là, la France est dirigée par Pierre Mendès France et président du Conseil et François Mitterrand, ministre de l'Intérieur. À partir de mars 1956, un vote des pouvoirs spéciaux décide l'envoi des jeunes soldats de contingent et la France entre ouvertement dans la guerre. La bataille d'Alger, la guerre subversive ou guérilla urbaine est son objectif. Commettre des attentats sur les populations européennes pour l'accélération de la répression française sur la population musulmane d'Alger, souhaité par Abba Ramdan et l'Habib Ben Mhidi, qui reprend la ZAA, zone autonome d'Alger, après l'arrestation de Rabah Bitat en mars 1957, pour faire basculer l'opinion publique musulmane en faveur du FLN. En mai 1956, avec la multiplication des attentats en Algérie, et Guy Mollet, sous la conduite de Robert Lacoste, ministre résident et gouverneur général d'Algérie, donne les pleins pouvoirs à l'armée française en Algérie, avec une suspension des libertés individuelles et la censure demandée par Paul Trogros, membre du Front National pour l'Algérie française, auquel appartenait Jean-Marie Le Pen. La petite histoire, quoi. Le FLN trouvera le prétexte de l'accélération de la répression sur les populations musulmanes le 19 juin 1956. Ce jour-là, dans la prison Barberousse à Alger, 2 militants du FLN, Zabana et Faraj, condamnés à mort par un tribunal, furent exécutés. La décision de les exécuter a été signée par François Mitterrand, ministre de la Justice. La réponse du FLN aux autorités françaises pour un militant tué, 100 Européens mourront. Mais les attentats à la bombe furent aussi pratiqués par les nationalistes de l'Algérie française, donc celui de la rue de Tebes à Alger, le 10 août 1956, avec des dizaines de morts pour provoquer l'indignation de la population européenne contre le FLN. Et le 16 janvier 1957, un attentat à la bazooka contre le général Salan fut nommé le 12 novembre 1956 commandant supérieur interarmée de l'Algérie, 10e région militaire. Il prend ses fonctions à Alger le 1er décembre 1956. Tranquille. Alors. Tranquille, c'est impeccable. Super. Alors. Qu'est-ce que j'ai dit encore? D'accord. L'attentat est commandité par l'organisation de la résistance de l'Algérie française. Les autres attentats étaient les contre-terroristes Philippe Castille et Michel Ficos. Le commanditaire René Kovac, un médecin d'Alger militaire, était de l'Indochine et donc celui de l'Algérie au même titre que Pierre. Là, tu as un petit problème. À mon avis, ce sont les gars de l'OAS qui sont en train de t'empêcher de dire la vérité sur notre radio. Donc, si tu peux répéter un peu en arrière légèrement une phrase ou deux, une phrase. D'accord. Mais on va rester jusqu'au bout. On dira la vérité jusqu'au bout sur notre radio. J'espère, ouais. Alors, le 16 janvier 1957, un attentat à la bazooka contre le général Salan, qui fut nommé le 12 novembre 1956 commandant supérieur interarmée de l'Algérie,
L'attentat est commandité par l'Organisation de la résistance de l'Algérie française. Les auteurs de l'attentat étaient le contre-terroriste Philippe Castille et Michel Fekhoz. C'est F-E-C-H-O-Z. Alors, le commanditaire René Kovac, un médecin d'Alger militant pour l'Algérie française, voulait remplacer Salan par le général René Cougny, car Salan était perçu comme le bradeur de l'Indochine et donc celui de l'Algérie au même titre que Pierre Mendès France. Castille mit en cause les sénateurs députés gaullistes Michel Debré et Jacques Soustel, ainsi que le député Pascal Arrigui, mais sans apporter de preuves. Les attentats de l'OAS avaient lieu le samedi parce que le reste de la semaine, les commandos de ORAF travaillaient et n'étaient pas disponibles pour les opérations contre le FLN ou les attentats. Alors, le 20 août 1956, au congrès de la Sommam, les Abban Ramdan devaient s'identifier à la guérilla urbaine à Alger, où se trouve la presse et les ambassades étrangères. Elles auraient plus d'impact et donneraient une dimension internationale au conflit algérien qui doit être débattu à l'ONU. Un commando de femmes au physique européenne est créé avec Zohra Drif, Hassiba Benbouali, Jamila Bouherd et Raymond Péchard, c'est l'une des femmes, et des bombes explosées le 30 septembre 1956 dans le centre-ville, et notamment le Milk Bar. C'est le début d'une série d'attentats qui sera au nombre de 751 avec 314 morts et 917 blessés en 14 mois. Le 8 janvier 1957, 6 000 parachutistes envahissent Alger, composés de plus ou moins 6 000 habitants, dont plus de la moitié est musulmane, pour la pacification de la Kasbah avec la 10e DB du général Massu. Pour mettre fin par tous les moyens aux attentats, elle prendra fin le 9 octobre 1957. Alors, le commandement. Côté français, il y a le général Massu, commandant de la 10e division parachutiste, et reçoit les pleins pouvoirs à Alger. Il dirige les opérations de la bataille d'Alger. Il y a le colonel Marcel Bijard, responsable du 3e régiment des parachutistes coloniaux au 3e RPC. Il y a le colonel Godard, chef d'état-major, chef du secteur Alger-Sahel, qui lui délègue tous les pouvoirs de police. Il crée avec le capitaine Léger le groupe de renseignement et d'exploitation. Il a dirigé la 2e phase de la bataille d'Alger, juin-octobre. Le colonel Roger Trinquier dirige la première phase de la bataille d'Alger, janvier-juin, et crée le dispositif de protection urbaine chargé de contrôler la population. Alors, il y a aussi le lieutenant-colonel Pierre-Paul Jean-Pierre, commande le 1er régiment étranger des parachutistes premier REP blessé par Youssef Saadi, au jour même de son arrestation dans la Kasbah le 24 septembre 1957. Alors, il y a le capitaine Alain Léger, adjoint du colonel Godard, pendant la seconde phase de la bataille d'Alger, juin-octobre, et infiltre les réseaux de la zone autonome d'Alger sous le procédé de la fameuse Bleu 8. Commandant Paul Ossara, chargé de la liaison avec la police au PC du général Massu. Côté algérien, alors on a Abba Ramdan, responsable politique et financier et membre du CCE durant la première phase de la bataille d'Alger. Il y a Karim Belkacem, responsable des liaisons, chef d'état-major stratège de la lutte armée et membre du CCE durant la première phase de la bataille d'Alger. Il y a Al-Hadi Belmhidi, responsable de l'action à Alger et membre de CE Ben Youssef Khadda, responsable politique et membre du CCE durant la première phase de la bataille d'Alger. Il y a Youssef Saadi, adjoint de Belmhidi, responsable du réseau Bombe, chef de la zone autonome d'Alger et figure emblématique de la seconde phase de la bataille d'Alger. Il y a enfin Ali Lapointe, adjoint de Youssef Saadi. Et aussi Chérif Debih, commissaire politique de la zone autonome d'Alger, responsable du réseau Bombe sous le commandement de Youssef Saadi. Mort en septembre 1957. Et il y a aussi Hafaf Arsqi, responsable liaison renseignement de la zone autonome d'Alger. Alors, j'ai donné les deux du côté français et du côté algérien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Excusez-moi du retard. Excusez-moi, j'ai eu des soucis. Je t'en prie. Non, c'est l'OAS et les services secrets français qui ont tout fait. Ouais. Cette émission soit sabotée.
Mais grâce à Saïd et Kemikem qui va nous rejoindre, nous ferons entendre la vérité sur notre radio. Pas de souci. Sans pitié, sans pitié. Alors, voilà. Eh bien, frérot, j'ai vu que tu avais commencé. Tu en es au 4. Là, on enchaîne. Je vais commencer par les causes. On y va. Hein, les causes. Eh ben, écoute, je vais prendre un peu le relais, quoi. Alors, pour le début des hostilités, en gros, le FLN décrète en janvier 57 que tous les magasins doivent être fermés et passe à une action clandestine. Les parents répondent en cassant la grève et en forçant la réouverture des commerces. Dans le même temps, le 7 janvier 57, François Mitterrand dénonce un attentat à la roquette visant le général Salan et tuant le colonel Rodier. Mitterrand pense que les responsables sont les extrémistes liés aux parachutistes et à l'extrême droite, les colons. Salan étant considéré comme un mou, celui qui a lâché l'Indochine. Les extrémistes pieds noirs, voilà quoi. Ils veulent vraiment que ça soit bouillant et donc ils n'ont pas besoin de Salan. Petit B, Youssef Saadi, de son côté, crée le réseau Bombe à l'aide de femmes qui sont chargées du transport et de poser les bombes. Elles s'habillent toutes à l'allure européenne. La réaction du gouvernement général d'Alger et de Paris ne se fait pas attendre. Le gouvernement général délègue les pleins pouvoirs aux parachutistes du général Massu, qui vont utiliser des méthodes de PJ et anti-subversives pour remonter la filière. L'instauration de la terreur par le FLN est suivie par une répression féroce, arrestation de masse, emploi de la torture et d'un grand nombre d'indicateurs. Massu instaure un quadrillage et un fichage de la Casbah. Et on en arrive à l'escalade de la violence. Cette violence va être dénoncée. On retrouve 2 livres, celui de Henri Alleg, La question, et celui de Pierre Vidal-Naquet, L'affaire Odin, qui explique les méthodes. C'est à toi, Saïd, si tu as des choses à rajouter au niveau de l'escalade de la violence. Alors, les crevettes de Bijar et la disparition des témoins, si tu veux. Hein. Ah oui, exactement. Avec plaisir. Oui. Alors, c'était des résistants avec les pieds coulés dans une bassine en béton, puis jetés d'un hélicoptère en Méditerranée. Bijar a toujours nié sa participation, mais Ossarès ne s'en est jamais caché. Une méthode qui fut utilisée pendant la guerre d'Indochine sur les prisonniers en les jetant dans les fleuves. En Algérie, les prisonniers étaient d'abord jetés par des avions, sinon directement au port d'Alger, mais après la dénonciation de la découverte de plusieurs cadavres par Paul Tentgen, secrétaire général de la police, Ossarès améliore la technique pour éviter la remontée des cadavres. Il décide de lester les pieds des prisonniers dans le béton. Pour Paul Tentgen estimera à 4000 le nombre de prisonniers disparus, mais ils seront beaucoup plus puisqu'il avait démissionné de son poste le 12 décembre 1957, soit 1 mois avant la fin de la bataille d'Alger. La dictature argentine a repris ce procédé d'exécution dans le cadre de l'opération Condor. Aussi bien sur les femmes avec le viol que sur les hommes avec la gégène, et non pas sur les testicules comme il est dit, mais sur le corps et les extrémités du corps qui deviendront la composante principale de la guerre subversive. Sans elle, il perdait la bataille du renseignement. Pour le démantèlement du réseau, bombe du FLN, mais avec elle, vous perdez votre humanité. Cependant, il n'y a pas d'humanisme dans une guerre. Le message codé du général Massu à cet homme pour appliquer la torture était ne pas oublier parcelle d'amour du général Lauté, sans lequel on ne se saurait obtenir de résultats. La torture deviendra aussi une arme psychologique aux mains des militaires, car ils ont réussi à inverser la peur qui s'installe dans le camp du FLN et fait de plus en plus de retournées, mais aussi dans la population musulmane où tout le monde est suspect et la terreur de se faire torturer, elle va très loin. Elle va engendrer de plus en plus de dénonciations, mais le FLN va reprendre cette nouvelle arme psychologique aussi par la torture qui sera pratiquée aussi bien sur les soldats français que la population algérienne retournée. Et l'erreur qui fut commise
commises, c'est qu'à cette époque, le gouvernement français ne connaissait pas encore le poids des images qui diffuseront alors des photos de civils et populations torturées par le FLN, et la peur va de nouveau changer de camp et s'installera aussi dans les casernes. On est en quelle année là? On est toujours 57. Ouais. 57. Alors la torture fut pratiquée avant la bataille d'Alger dans les campagnes avec des exécutions sommaires par des appelés et des professionnels de la responsabilité des responsabilités des interrogatoires fut transférée à des organisations spécialisées, les DOP, les dispositifs opérationnels de protection avec des équipes de recherche de renseignement par la torture, recréés par le général Salan en décembre 1956. En Algérie, via le Centre de coordination interarmée, l'organe central de recherche du renseignement de l'armée française sous les ordres du général Salan. Car les DOP avaient été créés en Indochine sous le général Salan, commandant en chef entre janvier 52 et mai 53. En Indochine, en Algérie, il disposait de 36 antennes de renseignement et les 18 dispositifs opérationnels de protection des centres de torture dans les deux plus célèbres de la Villa Cecchini et la ferme Amziane. Et les Algériens étaient interrogés par des équipes mixtes, des militaires, gendarmes, policiers. La torture fut aussi pratiquée par l'OAS, et le tout sur des dizaines, des milliers d'Algériens et des dizaines de Français. À partir de février 57, un mois après le début de la bataille, via la presse et notamment le journal Le Témoin chrétien, la torture devient un débat national. Tu enchaînes, Jojo? Tu enchaînes ou je continue? Si le texte continue, si tu veux encore parler un peu de la torture, tout ça, si tu as des... Sinon, on a encore le temps, je crois. Le 12 septembre 1957, Paul Tengen, ancien résistant secrétaire général de la police d'Alger, démissionne pour protester en novembre 1957. Une commission va être créée, la commission de la sauvegarde. Le directeur général de la sûreté, M. Méret, conclut que la torture en Algérie avait commencé en décembre 1955. À l'âge de 92 ans, le général Massu déclarera que la torture n'est pas un outil efficace dans une guerre subversive, alors que la grève, le 28 janvier 1957, en prévision du traitement de la question algérienne à l'ONU, le FLN décide d'une grève générale d'une semaine qui sera largement suivie. Il s'agissait de démontrer à l'ONU que le peuple algérien soutient le FLN et sa revendication d'indépendance. Les parades massives vont forcer les commerces à ouvrir, mais la grève fut un succès puisque lors de sa 11e session, 15 février 1957, l'ONU déclare que l'Assemblée générale ayant entendu les déclarations de diverses délégations et discuté la question algérienne, considérant la situation en Algérie qui cause beaucoup de souffrance et de perte en vie humaine, exprime l'espoir dans un esprit de coopération, une solution pacifique, démocratique et juste sera trouvée par des moyens appropriés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Voilà. Tu achètes sur la grève. Au niveau des grèves, on en a déjà parlé. Ce qu'on peut maintenant dire. Il y a Kémy qui a dit les raisons de la grève. Parle des raisons de la grève. Il a dit tout à l'heure, attends, je remonte. La grève, Saïd, les causes de la grève. Alors, la grève des 8 jours. Ouais, les magasins ont été fermés, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et le FLN passe à l'action clandestine. Mais ça, on l'a déjà dit, en fait. Okay. Pour ce qui est de l'instauration de terreur, pour ce qui est un peu de... Je perds mes papiers. Attends. Là, maintenant, attendez, excusez-moi. Vas-y. Si vous voulez, je joue l'hymne national algérien à la guitare, en attendant. Le 15 octobre, Massu liquide en partie la zone autonome d'Alger et démantèle le réseau Saadi, en arrêtant Yassef Saadi le 24 septembre et en encerclant Ali Lapointe et ses compagnons le 8 octobre 1957, qui préféreront mourir plutôt que de se rendre. Alors maintenant, Salis va nous lire une lettre écrite par Assiba Ben Bouali, qui était présente et qui est décédée, qui est morte le 8 octobre 1957.
Mais avant, je voudrais parler d'un truc qui s'est passé le 17 septembre 57, en pleine bataille d'Alger, avec son lot d'attentats, de morts et de tortures. Mm. De mort à la torture, l'ONU met à nouveau l'Algérie à l'ordre du jour de sa 11e session. L'Assemblée générale réaffirme le 11 décembre 57 la nécessité pour tous les pays, ce qui est un message clair à la France, de faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et condamne la France pour torture. La bataille d'Alger sera bientôt perdue militairement, mais elle a déjà gagné politiquement à l'échelle internationale. Et l'armée française va commettre l'erreur de bombarder le village tunisien frontalier de Seket Sidi Youssef en février 58. La Tunisie fait un recours à l'ONU de l'incident, ce qui va mener à la reconnaissance internationale du gouvernement provisoire de la République algérienne créé le 19 septembre. Allô? Petit problème de connexion. Ouais, allô, allô. Ouais. Ouais. Nous résisterons à cette censure scandaleuse. La France attaque la vérité, essaye d'empêcher Saïd de nous dire la vérité. J'en profite pour demander à Kemikem de regarder, ça fait un moment que je t'envoie des messages, je t'ai envoyé le lien et ça serait génial que tu viennes nous rejoindre avant ton live immédiatement. Donc tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé en MP sur ta chaîne et tu pourras nous rejoindre et rajouter quelques petits détails s'ils ont omis quelques détails qui te paraissent importants. Oui, oui. Même, on pourrait parler de l'épuration de la police algéroise par, en gros, dès 54-55, après les révoltes, le parti de Mendes France, la gauche française, donc, veulent abattre le parti des gros colons. Le 6 février, malheureusement, le gouvernement Mendes France tombe. Les groupes de pression algérois ont montré ce qu'il en coûte de jouer contre eux. En gros, c'est gros colons, quoi. Mendes France et Mitterrand, bon, on peut les accuser de tout, mais bon, ils avaient compris que sans l'épuration de la police algéroise, en particulier les renseignements généraux, sans une remise à niveau en Algérie, rien ne pourrait se faire, quoi. Et comme le dit Mendes France, en Afrique du Nord, ou bien ce sera la politique d'entente, ou bien la politique de répression et de force, avec toutes ses horribles conséquences. Et malheureusement, voilà, quoi, les parachutistes, l'extrême droite et les gros colons ont choisi la mauvaise voie. La voie de la répression, la voie des morts. Où je me suis arrêté Non, je sais. Pardon, hein, j'ai eu un bug. Je suis parti longtemps ou... Non. Désolé. Non. Ça va, Jojo, t'assures? Il y a oui, Kimi qui applique, super. Ah, excellent. Ouais. Je tiens à dire le grand bonsoir et l'immense joie et l'honneur qu'on a de recevoir Kemi Kem, notre historien algérien qui va, avec vous, continuer cette super émission sur la bataille d'Alger. Salut Kemi. Oui, alors bonsoir. J'ai pas beaucoup de temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Kemi Kem. Oui, on t'entend. Allez-y, enchaînez, il va... Oui, donc, Saïd. Salut, je crois que j'ai un retour et ça vient de moi. Ouais, nous, on l'entend pas. Pour nous, le son est impeccable. On t'entend très bien. Nous. Oui, ça y est, je vois. Oui, c'est bon. Allez, vas-y, Kemi. Alors, en ce qui concerne la guerre subversive, je pense que Saïd a omis de côté que la guerre subversive a été théorisée par Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, qui l'a théorisé dans un livre qui s'appelle Le Poisson sous l'eau. Et il était important de signaler que cette guerre subversive, elle a été ensuite conceptualisée par Ossarès. Sur plusieurs plans, d'abord le fichage et le quadrillage de la totalité de la population de la Kasbah,
mais qui était déjà pratiquée dans les campagnes bien avant la bataille d'Alger. Elle sera faite sur la Casbah et les bidonvilles dans la région d'Alger par l'infiltration des réseaux du FLN, des anciens du FLN qui seront retournés, comme ce fut le cas dans l'opération Bluic et Bleu Tchouf. Moi, je vous invite à aller voir ces deux opérations. Hein. Bluic, c'est très simple, c'est une étudiante qui a été retournée. En fait, elle n'a pas été retournée, elle a été intoxiquée. On lui a fourni une fausse liste de membres du FLN qui devaient soi-disant être retournés, qui n'ont pas été. Et puis, ils ont été torturés et assassinés. Donc, ils ont répété la même stratégie d'infiltration afin de pouvoir retourner les anciens membres du FLN. Ils ont réussi sous la direction du capitaine Léger. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à attraper la Agib Ben Mehdi et Sadi. Mais on ne connaît pas le nom des retournés aujourd'hui. Dans la guerre subversive, ils y ont inclus le chantage sur les prisonniers, les rançons et les crimes, les faux suicides. Il y a eu beaucoup de faux suicides. Les crevettes de Bijar, il en a déjà parlé, et la torture. Alors la torture, ça a été pour la France, disons, l'erreur qu'elle a commue, c'est-à-dire que le FLN torturait déjà. Hein, le FLN, l'OAS, tout le monde a torturé pendant la guerre d'Alger. Mais cependant, le FLN et l'OAS n'ont pas torturé aux mêmes dimensions que la 10e BD de Massu. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est d'avoir montré des photos de torturés du FLN à travers la presse, et cela, ça a impacté sur la population algérienne musulmane, qui à la fin de la bataille, et surtout après la bataille, ne parlait plus et ne se retournait plus. Donc ça a été une erreur stratégique de la guerre subversive. C'est pour ça que Massu avait déclaré que la torture, finalement, dans la guerre subversive, n'était pas très utile. Et puis, voilà, sinon, bien, l'objectif de la bataille d'Alger a été amplement réussi avec la déclaration de l'ONU, c'était en décembre 1957. Et c'était ça l'objectif, en fait, de la bataille d'Alger. Il était atteint, ils vont contraindre la France à négocier avec le FLN. Et le général Jacques Paris de la Bordière, qui était en désaccord avec Massu à l'époque, avait déjà demandé sa relève en 1957. Ben, il va se retrouver en prison après la bataille d'Alger parce que les Français savaient déjà qu'ils allaient commencer à négocier pour une sortie de la France de l'Alger. Voilà. C'était parce que là, je dois vous quitter, je suis désolé. Mais, pas de problème, hein. Tu as un live à ouvrir, ouais. Oui, d'accord. Merci. C'était gentil. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Kémikam. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, la prochaine fois, ce sera avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça. J'écouterai plus tard le reste. Merci. D'accord. Bonne continuation et merci beaucoup. Bonne continuation, bonne soirée. Merci. Merci d'être venu. Hein. Voilà. Merci. Voilà. Alors, Jojo. Oui. On enchaîne sur quoi? Maintenant, on pourrait parler un peu de films et des livres liés à cette bataille, à cette période. Plus ou moins intéressant si certains d'entre nous voudraient un peu se documenter ou se renseigner. Toi, Saïd, qu'est-ce que tu proposerais comme livre, par exemple, ou comme film? Il y a la question de Henri Alleg, qui est un petit livre, mais super intéressant. Oui. On a parlé des personnages, bon, on a parlé des débuts d'hostilité. Oui, il y a le livre où il y a 3 tomes ou 4 tomes. C'est lequel? Vas-y, parle-en. Ouais, parle-en un peu. Oui, les livres d'Yves Courrière. Alors, ils sont immenses. Hein. C'est ce qui se fait de mieux, vraiment. C'est excellent. Ah oui, 10 ans de travail. Bon, ben, c'est en 4 livres, hein, à peu près entre 700 et 900 pages, en gros. Le premier, c'est les Fils de la Toussaint. Hein, la période, en gros, 54-55, en gros, voilà, un peu 56. Oui. Le deuxième, c'est Le Temps des léopards. 57, c'est la bataille d'Alger, quoi, en gros, un petit peu avant. Ça, voilà, mais c'est complet, hein, il parle de tout, il va dans tous les sens. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le troisième, c'est L'Ordre des colonels. Alors que ce soit les colonels de la LN ou les colonels de l'armée française aussi, qui trouvent que les généraux sont pas très, voilà quoi. Les colonels voudraient mener une autre guerre contre la LN. La LN eux-mêmes, voilà, sont déjà, on vise déjà un plan politique. Bon, c'est l'Ordre des colonels. Et le quatrième, Les Feux du désespoir, avec bien sûr l'OAS. Pareil, quoi. Là, il y a plein de photos,
il a écrit ça comme un roman, j'ai envie de dire, mais c'est si vous avez vraiment cette période de la révolution algérienne, récupérer les 4 livres de Yves Courrière, il n'y a pas mieux. C'est impossible. Voilà. Et est-ce que le film de l'Italien, comment il s'appelle, est-ce qu'il est crédible? Oui, Ma bataille d'Alger. Non, la bataille. Non, Ma bataille d'Alger, c'est un livre. Ouais, c'est un livre. La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Je vous le pareil, quoi. C'est vraiment un film bien fait, quoi, qui a été fait en 1965. On retrouve Youssef Saadi comme producteur. Dans son propre rôle, je crois. Voilà. Voilà, comme producteur, comme acteur, comme réalisateur. Là, bon, on va dire, il est un peu partout. Dans son propre rôle, bien sûr. Et ouais, puis c'est bien fait, quoi. C'est un film vraiment que là, vous le regardez. Il a remporté un prix, je crois, à Venise. Hein? Ah bon? Ouais, peut-être. Oui, le prix à Venise. Ouais. Ah oui. Le Festival de Venise. Festival de Venise, oui, c'est vrai, exactement. Ouais, le Festival de Venise. Il a été récompensé et il a été interdit jusqu'à très loin en France, le film. Ah oui. Je ne me rappelle plus quand, mais. Il a été interdit en salle, en salle en France, voilà, jusqu'à la mort de De Gaulle, je crois, au moins. C'était chaud, quoi. Mais voilà. Il y a aussi le film de Anthony Quinn avec Alain Delon, qui s'appelle comment? Les Centurions. Pareil, un beau film, un peu moins historique, on va dire, un peu plus hollywoodien, quoi. Voilà. On retrouve Alain Delon dedans, qui joue le rôle d'un lieutenant parachutiste qui revient d'Indochine, comme Anthony Quinn avec leur régiment, ils reviennent d'Indochine. Et Anthony Quinn joue un peu le rôle de Bijard, il me semble. Ouais, de Bijard, on pourrait dire. Et voilà. Et Alain Delon a un rôle un peu là-dedans humain, quoi. C'est-à-dire, il est contre la torture, il est contre. C'est-à-dire, c'est un militaire qui veut rester propre. Et dans le film, ouais, il se heurte donc à Anthony Quinn, qui lui est pour des méthodes barbares. Les méthodes barbares, les méthodes de Bijard, qu'on pourrait appeler les méthodes de la Gestapo. Ossarès et Klaus Barbie, c'est la même personne. C'est pas la même personne. Ouais. Alors, au niveau sinon, il y a aussi L'Avocat de la Terreur de Berbert Schroeder, au niveau des vidéos, des films. Ah, excellent. Oui, 45 minutes, très très fort. Oui. Ouais. Il est complet aussi. Hein, c'est sur. Il y a des témoignages, il y a des gens qui sont encore vivants, et puis il y avait déjà. Bon, Maître Vergès est mort, mais il y a, comment elle s'appelle, Drif, l'une des femmes. Il y a Jamila Bouhed qui ne pouvait pas venir. C'est quelqu'un qui ne voulait plus témoigner, qui donnait plus d'interviews. Elle n'en a jamais donné, peut-être, je crois. Mais elles ont participé à tout ça. Des acteurs principaux de la bataille. Il y a même une anecdote de Ciné, je t'en ai parlé tout à l'heure. Exactement. Son pote, le pote à Vergès, il disait, ouais, tu t'es converti, tu manges plus, tu te mets à manger des dattes et de les cahiers, et t'as arrêté le saucisson. C'était ça, quoi. Il s'est marié avec elle et puis ils se sont séparés plus tard. Voilà. Ouais. Alors, on retrouve aussi dans les livres Ma bataille d'Alger de Ted Morgan. Voilà, qui est fait que personnellement j'ai pas lu, quoi, mais que Saïd. C'est un Américain, ce type. Il est moitié français, moitié américain. Et puis il a fait un témoignage de ce qu'il a vu, quoi. C'était un journaliste. Il y a Kémy qui dit les disparus durant la bataille, plus ou moins 4000. Voilà, c'est le chiffre. Pour les crevettes. Ouais, pour les crevettes, plus ou moins 4000. Même peut-être parlé tout à l'heure. Ouais. Peut-être plus de 4000 même. Hein. Ouais. C'est quelque chose. C'est énorme, hallucinant. Ouais. Alors, sur quoi on pourrait revenir? Parce que bon, en gros, on pourrait revenir sur les personnages principaux. D'accord. Les personnages principaux, le commandant Ossarès, tristement connu, tout le monde sait qui c'est. Voilà quoi, il y a une dizaine d'années, il a écrit un livre, il me semble, où il parle de la torture. Voilà, il explique. Hein. Enfin, il explique en gros, sûrement que il doit un peu se couvrir quand même. Et bon, on le voyait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu le gars qui avait un
un œil, comment on appelle ça, un œil crevé là, avec une espèce de pansement là. Puis bon, lui, il a raconté, il y a une enquête qui a été faite, et il a raconté que dans les années 60, 70, il s'est retrouvé en Amérique du Sud, à peu près toute la dictature, couvert par la CIA, financé par la CIA. Bah, ils ont appris à ce qu'ils ont fait à Alger, bah, ils ont appris aux dictatures à le faire dans leur propre pays, quoi. Une école française là-dedans, ouais, ça torture, on apprend à torturer les gens, on apprend comment fusiller, comment. Ça a coupé tout à l'heure quand j'ai parlé des crevettes de Bijard et la disparition des témoins. Ça avait coupé. Là, je crois que c'est à ce moment-là que ça a coupé, ouais, il me semble. Ouais. Non, mais c'est calculé, hein. Ils sont malins, les gars de l'OAS, ils sont encore en place. Hein. Ils ont voulu t'empêcher de dire la vérité, mais nous allons la dire, la vérité. Alors, je vais la relire, si vous voulez. Hein. C'était des résistants avec les pieds coulés dans une bassine en béton, puis jetés d'un hélicoptère en Méditerranée. Bijard a toujours nié sa participation, mais Ossarès ne s'en est jamais caché. Une méthode qui fut déjà utilisée pendant la guerre d'Indochine sur les prisonniers en les jetant dans les fleuves. En Algérie, les prisonniers étaient d'abord jetés par des avions, sinon directement au port d'Alger. Mais après la dénonciation de la découverte de plusieurs cadavres par Paul Tentegen, secrétaire général de la police Ossarès, améliore la technique pour éviter la remontée des cadavres et décide de lester les pieds des prisonniers dans le béton. Alors, Paul Tentegen estimera à 4000 le nombre de prisonniers disparus, mais ils seront beaucoup plus puisqu'il avait démissionné de son poste le 12 septembre 1957, soit un mois avant la fin de la bataille d'Alger. La dictature argentine a repris ce procédé d'exécution dans le cadre de l'opération Condor. Alors, aussi bien sur les femmes avec le viol que sur les hommes avec la gégène, et non pas sur les testicules, comme il est dit, mais sur le corps et les extrémités du corps, qui deviendront la composante principale de la guerre subversive. Sans elle, ils perdent la bataille du renseignement pour le démantèlement du réseau bombe du FLN, mais avec elle, vous perdez votre humanité. Cependant, il n'y a pas d'humanisme dans une guerre. Le message codé du général Massu à ses hommes pour appliquer la torture était ne pas oublier la parcelle d'amour du général Lauté, sans lequel on ne saurait obtenir de résultats. La torture deviendra aussi une arme psychologique aux mains des militaires, car avec elle, ils ont réussi à inverser la peur qui s'installe dans le camp du FLN et fait de plus en plus de retournées, mais aussi dans la population musulmane où tout le monde est suspect, et la terreur de se faire torturer va un peu plus loin, quoi. Va engendrer de plus en plus de dénonciations, mais le FLN va reprendre à cette nouvelle arme psychologique aussi par la torture qui sera pratiquée aussi bien sur les soldats français que la population algérienne, retournée, c'est-à-dire. Et l'erreur fut commise, c'est qu'à cette époque, le gouvernement français ne connaissait pas encore le poids des images qui diffuseront alors des photos de civils et populations torturées par le FLN. Et la peur va de nouveau changer de camp et s'installera aussi dans les casernes. Cette torture, elle fut pratiquée avant la bataille d'Alger dans les campagnes avec des exécutions sommaires par des appelés, des professionnels. La responsabilité des interrogatoires fut transférée à des organismes spécialisés, les DOP, les dispositifs opérationnels de protection avec des équipes de recherche de renseignement par la torture, recréés par le général Salan en décembre 1956. Alors, en Algérie, via le Centre de coordination interarmée, l'organe central de recherche du renseignement de l'armée française sous les ordres du général Salan, car les DOP avaient été créés en Indochine sous le général Salan, commandant en chef entre janvier 1952 et mai 1953. En Indochine, en Algérie, il disposait 36 antennes de renseignement et les 18 dispositifs opérationnels de protection des centres de torture dans les deux plus célèbres de la ville de Cessny et la ferme Hamzienne, où les Algériens étaient interrogés par des équipes mixtes de militaires, gendarmes policiers. La torture fut aussi pratiquée par l'OAS, et le tout sur des dizaines de milliers d'Algériens et des dizaines de Français.
à partir de février 57, un mois après le début de la bataille, via la presse et notamment le journal Témoignage chrétien, la torture devient un débat national. Et puis, j'en dis beaucoup, hein. Le 12 décembre 57, Paul Tenken, ancien résistant, secrétaire général de la police d'Alger, démissionne pour protester. En novembre 57, une commission va être créée, la commission de la sauvegarde le directeur général de la sûreté, M. Méret, conclut que la torture en Algérie avait commencé en décembre 55. À l'âge de 92 ans, le général Massu déclara que la torture n'est pas un outil efficace dans une guerre subversive. Alors, il y a eu la grève ensuite, 57, prévision du traitement de la question algérienne à l'ONU. Le FLN décide d'une grève générale d'une semaine qui sera largement suivie. Il s'agissait de démontrer à l'ONU que le peuple algérien soutenait le FLN et sa revendication d'indépendance. Les parades de Massu vont forcer les commerces à ouvrir, mais la grève fut un succès puisque lors de la 11e session, le 15 février 57, l'ONU déclare que l'Assemblée générale, ayant entendu les déclarations des diverses délégations et discuté la question algérienne, considérant la situation en Algérie cause beaucoup de souffrance et de pertes en vie humaine, exprime l'espoir que dans un esprit de coopération, une solution pacifique, démocratique et juste sera trouvée par des moyens appropriés, conformément au principe de la Charte des Nations Unies. Je crois que je me répète, je l'ai dit, ça. Non, on était là, ouais. Ouais, Hein? mais c'est bien. Ça va. Ouais, impeccable. D'accord. Ouais, moi je voudrais revenir sur sur un attentat. Désolé. Ah non, Oui. t'as été parfait. Ah, parfait. Je voudrais revenir sur l'attentat. Tu sais, on en a discuté déjà il y a 2 jours, même aujourd'hui, il me semble, sur un espèce de fast flag qui a été fait le 7 janvier. Avec les bazookas. Avec les bazookas, ouais. Donc cette attaque à la roquette, quoi. En gros, on veut accuser les réseaux FLN. Et en même temps, on veut se débarrasser de Salan. Salan, donc, qui est considéré un peu comme un gars depuis depuis l'Indochine. On dit qu'il a abandonné l'Indochine, qu'il abandonnera sûrement l'Algérie, qu'il faut des durs, quoi. Il faut des espèces de salopards pour gagner la guerre en Algérie, pas des salants. Bon, c'est ce que je disais. Et donc, il y a un attentat sur lui, le 7 septembre, et Mitterrand le dénonce, en disant, cet attentat, il sent mauvais. Je ne pense pas que ce soit le FLN ou qui que ce soit. Il y a un commandant, le commandant Rodier, qui était proche de Salan, qui est tué dans cet attentat. Et Mitterrand, lui, il voit derrière cet attentat les hauts responsables, les extrémistes liés aux parachutistes et à l'extrême droite et aux colons, dont la fameuse famille de Henri Borgo. Les Borgo du domaine de la trappe, un grand domaine. C'est un peu comme des seigneurs, ces gens-là. Les défenseurs du non. Hein? Ah oui, les défenseurs du non à toute réforme, encore. Exactement, les défenseurs du non à toute réforme. Pour eux, ça devait continuer comme ça et ça ne devait pas bouger. Sauf que l'armée, déjà une partie de l'armée n'était pas d'accord, la gauche en France n'était pas d'accord, les gens se disaient mais attendez, mais là, on va changer ça. Et malheureusement, non, quoi, ils ont réussi. C'est eux qui font venir De Gaulle en 58. Bon, c'est un peu plus loin, mais on peut aussi en parler un petit peu. C'est-à-dire qu'en 58, ils pensent que, ils se font d'ailleurs tout savoir, bien fait pour eux, ils pensent que De Gaulle, ils voient que l'Algérie, elle leur glisse. Ça leur glisse des mains, quoi. Donc ils se disent, dernier espoir, De Gaulle, il va faire ce qu'il faut, les gros moyens, machin. Sauf que, bon, De Gaulle, ils le font élire, l'armée, voilà. Et en 59, quoi, ils commencent à leur faire comprendre que non, il faut se désengager de la. Il a été correct. Ah oui, il était correct. Ah, pas avec eux, quoi. Tant mieux. Avec eux, il leur a mis dans les fesses. Et ils lui voudront à vie. Hein. Ils vont essayer de l'assassiner à plusieurs reprises. Et, lui a dit que depuis le départ, il était parti avec dans l'idée de rendre l'Algérie indépendante. Et soi-disant, il y a eu un discours où De Gaulle serait parti. C'est vrai, il a fait une tournée, une fois qu'il est élu, De Gaulle en 58, il fait une grande tournée en Algérie. Il va dans plusieurs villes, il rencontre des gens, les foules, et il leur dit « Je vous ai compris ». Et là, les gens, ils vont comprendre. Les pieds noirs, ils vont comprendre, c'est-à-dire « Je vous ai compris, je suis derrière vous, je suis avec vous ». Quoi. Sauf qu'en même temps,
il commence à dire à tous ses ministres, enfin certains, ils commencent à se méfier aussi de certains, parce que le lobby pied noir, le lobby des colons, pardon, des gros colons, est super important, quoi. Des sénateurs, des députés, c'est des grosses têtes, hein, c'est un lobby, voilà. Et donc, ben, c'est une méfiance un peu. Donc, au début, c'est une partie de l'entourage de De Gaulle qui est au courant, puis petit à petit, voilà, quoi, ça sort, et en gros, on va se désengager, voire on va donner une autre forme d'autonomie à l'Algérie, voire on va directement sur l'indépendance. Et là, ouais, c'est une histoire qu'on a voulu raconter, parce que c'est les gros colons qui eux-mêmes ont mis De Gaulle au pouvoir, qui l'ont eu dans le baba. Il fallait en parler. Voilà, mais on pourrait maintenant revenir sur. On peut en discuter. Il y a qui est avec nous? Il y a quelqu'un qui est rentré. Salam alaikum, mes amis. Ah, c'est Jazz. Salam alaikum. Salut Jazz. C'est Jazz. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Moi, je suis venu juste pour participer, pour mettre en lumière quelque chose qui m'a touché dans cette bataille d'Alger, malgré que. On va dire que la révolution avait gagné cette bataille indirectement parce que sur le terrain, elle ne l'avait pas gagné. Donc, dès que le gouvernement français a déclenché, comment dirais-je, il a donné le plein pouvoir à la 10e division parachutiste de l'armée française, donc avec le général Massu, c'est ça. Donc, c'était vraiment, c'était pour, comment dirais-je, donc pour sécuriser Alger, parce qu'il faut dire que la révolution elle a commencé en 54, mais il n'y a jamais eu quelque chose sur Alger. Donc, et comme il se préparait à l'ONU une session où il devait parler du cas algérien, bien sûr avec l'appui des États-Unis qui étaient en quelque sorte pour l'indépendance des Algériens. Donc, c'est là où le front, j'allais dire le Front National, mais bon, le Front de la Libération Nationale, FLN, a décidé voilà, d'importer la bataille qui était en dehors d'Alger vers Alger. Bon, vous avez cité les noms qui étaient derrière ça, les cerveaux qui étaient derrière ça, mais il faut dire que la 10e division, là, quand ils ont pris en main Alger, pour sécuriser Alger, je voulais mettre une lumière sur les femmes qui ont participé, parce que sans ces femmes-là, il n'y aurait pas eu des attentats. C'était des femmes, il y avait des Algériennes, il y avait même des Françaises. J'ai oublié, il y avait 2 Françaises qui ont participé à mettre des bombes, à comment dirais-je, déstabiliser les barrages qui étaient, on va dire, chaque 10 mètres. Moi, ma mère me raconte un petit peu comment ça se passait, tu vois. Donc, il y avait ces femmes-là, ces braves femmes-là, qui ont été vraiment… Samia Al-Khdari, Zoradrif, Jamila Bouahired, Hasiba Bembolei, ouais, Allah yarhamou, il reste Jamila Bouahired qui a vraiment souffert de cette torture. Et justement, le FLN voulait pousser le gouvernement français vers la faute. C'est ce qui a été fait. Il faut dire aussi qu'avec cette bataille d'Alger, la 4e République française a chuté et a vu naître la 5e République française. Donc voilà, c'était beaucoup plus une bataille stratégique qui a mené ses fruits malgré que bon, on va dire, je voudrais aussi saluer le préfet français à l'époque. Il avait parlé de ça, Saïd, donc c'est Paul Tidgen, c'est ça, Tidgen. C'était le seul dans l'administration française qui comptabilisait les disparus algériens. Il avait mis vraiment une comptabilité en place pour savoir ceux qui sont rentrés en prison et qu'on les a plus revus. Et pour saluer son geste, il avait démissionné contre… Bon, ils étaient nombreux à être contre le général Massu. Il y a ceux qui l'ont soutenu, mais la plupart, comment dirais-je, les médias, en plus de ça, à l'ONU. Donc voilà, c'était une bataille stratégique, même si elle a été perdue à l'époque. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. Merci beaucoup. Je te remercie, Jazil. Mais je t'en prie. Oui.
Merci frérot. Ben, je suis là, je vous écoute. Je vous vais écoute, lire je suis la- avec vous, donc voilà. Et pour te faire plaisir, je vais lire une lettre d'une des filles qui est morte à la Casbah. Ouais. Dans le film, c'est à la fin du film. Et puis elle était avec Lila Pointe, le petit Omar, et il y avait un autre type avec eux. Ils étaient 4. Et avant de mourir, c'était le 15. Je vais vérifier ça. Parce que c'était quand, Jojo, qui a eu. C'est le 7 octobre que Voilà. l'appartement est encerclé. Et la lettre date, il me semble, du 15 septembre. Voilà. Je vais la lire. Je vais essayer de la lire. Je vais sortir d'abord. Parce que c'est une lettre émouvante où elle. C'était le 15 septembre 57. Mes très chers parents, je viens d'avoir vaguement de vos nouvelles par la mère du frère Si Abdelzak. Il paraît que vous allez bien, je l'espère de tout mon cœur. Voilà près de 9 mois que nous n'avons pas communiqué. Je me faisais un mauvais sang de tous les diables, car je savais que vous étiez très ennuyés à cause de moi, que la police ne sortait plus de la maison et il m'était impossible de vous écrire ou de vous envoyer qui que ce soit. J'aimerais tellement vous revoir, je vous ai terriblement langui. Il ne se passe pas un jour où je pense à vous. Presque chaque nuit, je rêve de vous. Nous avons eu des moments très difficiles et même maintenant, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté. J'ai entendu que vous avez déménagé. Cela m'étonne, mais enfin, c'est très possible. Je serais bien curieuse de savoir où vous habitez maintenant et comment est votre nouvelle maison. Une chose pourtant m'ennuie, je ne peux plus vous imaginer vivre comme je faisais avant. Je me dis toujours, tiens, en ce moment, ils sont à table et je vous revois, chacun à sa place, Lalla et Tata Zahia, avec vous, bien sûr, car elles n'ont pas où aller, étant dit que mes 2 oncles sont en dehors de l'Algérie. Au fait, avez-vous de leurs nouvelles? Vous écrivent-ils? C'est l'émotion. C'est terrible comme la famille nous manque quand on est loin d'elle. Vous savez que je suis très recherché ici à Alger, donc il m'est impossible de rien faire. Aussi, ai-je décidé enfin, il est de mon devoir de partir au Maquis, où je sais que je pourrais servir comme infirmière, ou même, s'il le faut, je l'espère de tout mon cœur, combattre les armes à la main. Enfin, la route sera bien sûr assez difficile pour arriver jusqu'au Maquis. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai sain et sauf. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits qui vont bientôt reprendre l'école et qui, j'espère, travailleront bien. Vous ne pouvez vous imaginer combien ils me manquent. En effet, voici 1 an que je ne les ai vus. Ils ont dû grandir, surtout, mon petit Mohamed. Est-il aussi méchant? Parle-t-il quelquefois de moi? Ou bien m'ont-ils oublié? Et la concierge, toujours aussi bavarde, c'est-il. Maintenant, je crois que je la reconnaîtrai peut-être pas. C'est une vraie jeune fille. J'aimerais avoir leur photo et la vôtre aussi. Ainsi, il me semblera porter avec moi en mon cœur toute ma famille. J'aimerais beaucoup vous voir avant de partir. Je ne sais pas si je pourrais, mais sachez que je ferai mon possible, car une fois au Maquis, vous n'aurez que très peu ou rarement de mes nouvelles. Bientôt, Inch'Allah, nous serons tous réunis, peut-être, ou si la mort nous arrache à la vie, nous rencontrerons chez Dieu, chez notre Dieu. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer, je serai morte. Heureuse, je vous le certifie. Enfin, il n'est pas question, mais on ne sait jamais. C'est si vite. Arrivé surtout dans la vie que je mène. Enfin bref, tâchez de m'indiquer une adresse sur où je pourrais vous écrire. Il faut absolument, quant à vous, répondez-moi par la personne qui vous apportera cette lettre. Enfin, chers parents, j'espère que vous avez reçu les lettres. Pardon. Je reviens. Ouais, vas-y, Il y a pas prends. de souci. C'est excellent, c'est émouvant, ça prend les tripes. Merci Saïd. Merci pour ta Je sincérité. reviens. Merci frérot. Ça prend les tripes, ça prend les tripes. La fin, elle est géniale. Alors, où j'en étais, voilà.
Si je meurs, voilà. Je ferai tout mon. Enfin, chers parents, j'espère que vous avez reçu les lettres que j'ai écrites à Tata Sekina. Je ferai tout mon possible pour vous voir avant de partir. Mais je ne sais pas s'il faut beaucoup y compter. Enfin, tâchez de m'envoyer des photos que je vous demande. Des photos que je vous demande. Je vous embrasse très fort. Très, très, très fort. Lala et Tata, surtout, qui doivent beaucoup penser à leur petite fille. Et vous, mes parents adorés, il n'est pas de mots pour vous exprimer mon affection. 1000 baisers, votre fille qui vous aime. Hasiba. Désolé, désolé. Merci à toi, Saïd. Merci Saïd, c'était émouvant et franchement, c'est une histoire tragique, mais ce sont des gens que vous et nous on n'oubliera jamais quoi. Et c'est ça l'essentiel. Brahim, je voulais dire, Brahim, il s'est passé la même chose en Indochine dans les années 30, tu vois. Donc, si vous allez comparer les deux histoires, c'était parmi les plus grandes opérations, disons, militaires de cette époque 54 jusqu'à 62. C'était la plus grande, donc en pleine ville. C'est comme, d'ailleurs, il y a même les Américains qui se sont inspirés. Les Américains, à l'époque de Bush en Irak, ils avaient regardé le film de la bataille d'Alger pour voir comment les Français… Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français à l'époque de Oui. Il y a beaucoup de Français je voulais juste vous dire que je vais vous laisser parce que Jojo va pouvoir fermer le live. Tu peux avoir accès aux messages privés, Jojo, au cas où s'il y a quelqu'un qui veut te rejoindre. Tu fais gestionnaire de vidéo. Tu vas à communauté. Et après communauté, tu vas à message. Et tu passes à réactualiser. Et j'écouterai la fin de l'émission. Je vais laisser l'ordinateur à Sounia. En tout cas, merci Jazz. J'en profite. Si vous voulez rejoindre le live, envoyez un MP sur notre radio et Jojo vous enverra le lien. Allez, je vous laisse et bonne continuation. Merci, Brahim. Merci. Ok. Alors, enfin, moi, j'ai pas tout ça, quoi. Moi, il a dit. Ouais. Les commandes. Les commandes, ouais, mais j'ai. Je sais pas. Ils sont pas activés, les miens. Non, moi non plus, là, je pense pas avoir. C'est quoi? Ouais, parce que moi, je suis sur une petite tablette et il n'y a rien, quoi, en fait. Ouais. Alors, pour les liens, c'est toujours… Sinon, je voulais lire un passage, quoi. Le passage d'un livre au sujet de Paul. Voilà, regarde. Au sujet de quoi, Jojo? De Paul Tedjan. Ah, très bien. Ouais. Ah, le préfet. Le préfet Tedjan, ouais, voilà, Paul Tedjan. Donc, quand on lui parle donc des premiers attentats, on lui demande alors, on torture ou on ne torture pas? Directement, un commissaire arrive et lui demande, le commissaire Buil. Monsieur Tedjan, alors on torture ou on ne torture pas? Pour avoir les renseignements, on a retrouvé une bombe, mais il y en a une deuxième dans une usine de gaz. Si on ne la retrouve pas avec l'usine de gaz, ça risque d'être terrible. Alors pour Paul Tedjan, c'est compliqué, quoi. Il est là, il se dit si on ne la retrouve pas, il y aura peut-être des centaines et des centaines de morts. Et si on torture, Jojo. Non. Oui. À titre d'information, Jojo, excuse-moi, celui qui a fait, qui a commis l'attentat de l'usine de gaz, c'est un Français hein, qui a été. Oui, ouais, vas-y, pardon. Ouais, vas-y, frère. Ouais, exactement, frérot. Oui, c'est Yveton, un dénommé Yveton. Alors lui, il refusait de dire, et puis à son âme, ouais, il refusait de dire un mot. Bon, alors donc on en revient. Hein. Alors on torture ou on ne torture pas, monsieur le secrétaire général, dit le commissaire. Là, on n'avait plus le temps de réfléchir longuement, ni de décrire ses états d'âme face à la torture. Il fallait décider et vite. Le commissaire Buil s'énervait. Tedjan le connaissait bien. Lui non plus n'était pas pour la torture, mais entre deux mots, des milliers de morts possibles, des femmes, des enfants, un homme seul qui avoue, des salades, tout ça. Il est presque 19h, dit Jean Buil, et le papier porte entre 19h25 et 19h30. C'est dans une demi-heure que ça doit péter. Paul Tedjan était livide. Des souvenirs, des images. 1944, le boulevard Albert Ier à Nancy, la Gestapo, et ses hommes au-dessus de lui. La torture dont il n'avait osé parler que bien plus tard. Non, je ne veux pas. La décision était prise.
Je regrette beaucoup, Bull. On ne torturera pas. Je l'interdis formellement. Je prends le risque de l'explosion. Téléphonez au commissariat du 12e, ma décision est irrévocable. Voilà. Oui, c'était pour souligner le beau geste de Paul Tedjan, qui en 1957 a décidé de ne pas torturer parce qu'il avait des souvenirs. Il avait été lui-même torturé par la Gestapo comme, voilà, à Nancy en 1944. Il avait un mauvais souvenir, normal. Et voilà, quoi. Du coup, ben, il a dit non à la torture. Il fallait le souligner parce que c'est important de dire qu'il y avait des salopards, il y avait aussi des gens bien, quoi. Ouais. Voilà. Alors, pour rebondir sur le même thème, il y a l'écrivain Henri Alleg, c'est ça, hein, Jojo? Oui, Henri Alleg. Son livre, La question, il y a une critique. Le livre censuré est interdit quelques jours après sa sortie. C'est un témoignage dur et cru de ce que la France faisait subir à ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique en Algérie. Le début et la fin du livre sont la justification du récit, que les gens sachent ce qui se passait, qu'on ne puisse pas dire on ne savait pas. Le témoignage en lui-même est poignant. On ne peut que se demander si on aurait la même volonté, la même force de caractère pour résister à des tortures de plus en plus violentes, à la pression physique comme mentale. Les circonstances de la publication, alors même que l'auteur est encore emprisonné, expliquent le côté brut du témoignage sans trop de recherche d'analyse. Cela contribue à la force de l'œuvre, mais ne permet pas forcément de savoir qui était impliqué dans ce qui s'est passé et jusqu'où il faudrait remonter dans les responsabilités de tel acte. Le plus terrifiant après avoir lu un tel livre est de se dire que personne n'a jamais été condamné pour des actes commis dans les circonstances décrites à cette époque. Et il y a un témoignage de lui toujours. Contrairement à ce qui se dit, être issu de l'immigration ne présente pas que des inconvénients. La double identité qui résulte de l'exil charme et attire les autochtones. Et je n'exagère pas en parlant d'attrait. Je l'ai vécu. Ça, c'est sur le bouquin de trucs de Henri Alleg. Alors,